Alors c'est il y a 7 ans, on est en juin 2016 si je ne me trompe pas, et je dois pitcher mon projet d'entreprise, un projet d'entreprise de formation à la prise de parole en public, à la communication. Et ce jour-là, je suis ultra stressé. Mais vraiment très très stressé parce que je dois présenter, je dois pitcher face à 2 des plus gros investisseurs que la Terre ait pu porter. Papa et maman. Qui ici a des parents ou des personnes de leur famille qui ne comprennent toujours pas ce qu'ils font dans leur vie? On est d'accord, hein. C'est compliqué de pitcher face à ses parents. Moi je sais que pendant longtemps j'étais consultant, même je le suis encore aujourd'hui, et ils ne savent toujours pas ce que c'est qu'un consultant. Alors, je suis assis dans mon canapé face à eux, et je commence mon pitch, je commence à leur présenter mon idée, et à la fin de mon pitch, je m'arrête, et je reçois la plus belle réponse que des parents peuvent faire à un enfant. Je me suis pris un vent, et mon père qui regarde ma mère avec sa délicatesse habituel, il regarde, il dit qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait son coming out quoi? Alors vraiment c'était un moment terrible pour moi. Et là je me suis dit une chose, c'est que j'ai compris vraiment que pour pouvoir développer mon business, pour pouvoir développer mon entreprise, je devais développer une compétence qui était capitale, vitale, c'est-à-dire ma capacité à présenter mes idées. Et une idée c'est un petit peu comme, je vous ai préparé une petite chose. C'est un peu comme une ampoule. C'est comme une ampoule. Éclairée, elle permet d'ouvrir le champ des possibles dans l'esprit de votre auditoire. Elle permet vraiment quand elle s'illumine, de développer de nouvelles idées chez les autres pour pouvoir les transmettre et vous rendre mémorables. Et des idées, il y en a et notamment des bonnes idées, il y en a des milliers. Seulement, des idées mal présentées, il y en a des millions aussi. Et le problème, lorsque l'on présente mal ces idées, eh bien, vos idées tombent directement dans le cimetière des idées mal présentées. Et ça, c'est un problème, le fait de mal présenter ces idées, parce que si votre idée tombe dans le cimetière des idées mal présentées, ça va être un énorme profit pour d'autres personnes qui ont, si je passe mes slides, c'est quand même mieux, qui ont des compétences, qui ont peut-être un moins bon projet que vous, mais qui ont la capacité de rendre leurs idées désirables, qui ont la capacité de générer de la confiance chez les personnes en face d'eux, et ils vont réussir justement, contrairement à vous, à lever des fonds plus rapidement, à trouver des clients, à trouver des prospects plus rapidement et plus facilement que vous. Et ça c'est pas possible. Ça, clairement, c'est pas possible. Vous êtes certainement des entrepreneurs, vous avez certainement des projets de start-up, peut-être que vous travaillez dans des entreprises en tant qu'intrapreneur. Et pitcher vos idées, c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est pour ça que j'ai fondé Speakers, une société de conseil en communication orale, parce que je suis convaincu d'une chose. C'est que pitcher vos idées, présenter vos idées efficacement, ce n'est pas un don. C'est une compétence que vous pouvez absolument toutes et tous développer. Et aujourd'hui, dans cette conférence, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est les étapes, les techniques que je trouve comme étant les plus efficaces pour pouvoir pitcher vos idées, les rendre désirables, les rendre mémorables aussi lorsque vous allez présenter votre projet d'entreprise, par exemple, votre produit, votre service, ainsi que 5 étapes pour construire un pitch qui est clair, impactant et surtout mémorable. Est-ce que ça vous va? Ouais? Ok, parfait. J'ai une question à vous poser. La dernière fois que vous êtes allé au cinéma, qu'est-ce que vous êtes allé voir comme film? Oui, dites-nous. Non, j'ose pas le dire. Mario. Mario? Ah bah c'est super Mario, ok. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous êtes allé voir comme film? Babylone, ouais, super film, hein. Complètement fou ce film, hein. Ah, surtout la première heure, incroyable. Eh bien, historiquement, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle des films? Parce qu'en fait, un pitch, historiquement, c'était utilisé à Hollywood pour pouvoir présenter l'idée d'un film. Un réalisateur devait écrire une petite page pour présenter très succinctement, très rapidement son film à un producteur dans l'espoir d'être produit et donc de passer à l'écran. Et donc, tous ces films-là que vous pouvez voir à l'écran, même vos films préférés, ont tous et toutes été pitchés au moins une fois, si ce n'est plusieurs fois, avant de pouvoir passer à l'écran. Et moi, j'ai trouvé une définition qui, je trouve, est absolument
sensationnelle. J'ai essayé de la retravailler dans tous les sens, mais je n'ai pas réussi à trouver mieux. On va faire sans. J'ai pas réussi à trouver mieux que cette définition qui nous montre justement ce que c'est qu'un bon pitch. Et pour moi, et notamment pour cette personne qui s'appelle Sébastien Bernard, qui est un confrère conférencier aussi et formateur en prise de parole en public, pour lui, un pitch, eh bien, c'est la bande-annonce de votre idée. C'est la bande-annonce de votre idée. Et moi, je vois plusieurs choses lorsque il y a des personnes qui viennent, qui pitchent, lorsque j'accompagne aussi des entrepreneurs lorsqu'ils doivent pitcher leur projet, eh bien, c'est que je vois trois choses, et notamment trois erreurs. Trois erreurs lorsque les entrepreneurs doivent pitcher leur projet. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, avant de vous montrer les étapes pour construire un bon pitch. Donc, trois erreurs qui sont fatales, totalement fatales, et que vous devez absolument éviter avant de pitcher vos projets. La première erreur, trop, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par trop, c'est trop? Eh bien, premièrement, c'est lorsqu'on veut pitcher, lorsque vous voulez pitcher, eh bien, vous cherchez généralement à donner trop d'infos. Un pitch, c'est un format qui est court. 1 minute, 1 minute 30 pour des elevator pitch, 5 minutes pour des pitch start-up un petit peu plus longs face à des investisseurs. On ne peut pas tout dire. Et moi, j'aime bien... Alors, j'ai promis de raconter cette histoire, d'accord? C'est une histoire qui m'est arrivée vendredi dernier chez une amie. Je lui ai promis que je racontais cette histoire durant cette conférence. On est donc chez mon amie Zita, qui est hongroise, et on est installé dans son canapé. Il y a ma petite amie, il y a son mari qui sont installés, et leurs deux enfants. Et leurs deux enfants, il faut imaginer deux petites têtes d'anges, mais qui sont de véritables diables. Qui ici a des enfants ici? Ok. Ça va, niveau calme? C'est pas terrible, je sens monsieur, il est un peu en dépression au fond. Aidez-moi, s'il vous plaît. Faites-les garder, j'en peux plus. Non, je blague. Et vraiment deux petits démons. Il est 22h, 23h, impossible de les coucher. Parce qu'il a fait un temps pourri à Marseille, moi je viens de Marseille. Il a fait un temps pourri tout le week-end, ils n'ont pas pu sortir, donc ils avaient une énergie, une patate. Vraiment, ils sont impressionnants les minots pour ça. Et donc 23h, impossible de les coucher. Et son père décide, bon, on va les faire jouer, faut qu'ils se dépensent avant d'aller se coucher. Et leurs deux petits garçons, c'est Jonas et Marcel, un petit brun et un petit blond aux cheveux frisés. Il leur propose, vous allez raconter une histoire que vous avez appris à l'école. Les trois petits cochons. Vous connaissez tous ces trois petits cochons, on l'a tous appris. Je ne vais pas vous la raconter, je pense que vous la connaissez tous. Et il y a Jonas qui vient et il se met au milieu de la salle, face à nous, et il raconte les trois petits cochons. Mais vraiment, il a 4 ans, le minot, j'étais impressionné. Je me dis... Lui, à 4 ans, il arrive à faire ça. Si j'avais appris à parler comme ça à son âge, dès son âge-là, j'aurais été un tueur. Et donc, il termine sur sa petite histoire, on l'applaudit, tout content, et vient autour de Marcel. Alors, Marcel, il faut l'imaginer, il a une bonne bouille de bébé, des yeux bleus, une petite tête d'ange, il est trop mignon. Et on lui dit, allez, vas-y, raconte-nous les trois petits cochons. Et il se pose face à nous, il fait un silence, un petit peu timide, et il fait ça. Et là, il faut nous imaginer, mais on éclate de rire. On éclate de rire. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'adore pitcher, c'est quelque chose que j'adore faire, prendre la parole. Et lui, j'ai trouvé qu'il avait compris exactement ce que c'était l'essence d'un pitch. Et cette essence-là, je la retravaille toujours lorsque je travaille avec mes clients en leur posant cette question. Cette question, c'est quoi l'idée? Et lui, Marcel, il a compris cette chose qui est incroyable. Il est allé à l'idée essentielle de l'histoire sans forcément la raconter et il a pitché son idée. Juste en faisant le bruit du cochon. Et c'est ça qui était exceptionnel. Et lorsque vous pitchez vos idées, lorsque vous pitchez votre projet, et que vous donnez justement un petit peu trop d'infos, eh bien moi je vous conseille toujours de vous poser cette question. C'est quoi l'idée que j'ai envie de présenter? C'est quoi le message? C'est quoi le cadeau que mon public doit absolument avoir retenu à la fin de ma minute 30 de pitch? C'est quoi l'idée? Question super importante, c'est la question que je pose toujours en premier lorsque je fais un coaching avec des startups. Ok. Ils me présentent leur histoire, ils me parlent de leur sujet. Ok, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on doit avoir retenu en 10 secondes? Une phrase. Ok pour vous? Et Marcel, il a compris une chose aussi, que je trouve absolument phénoménale, c'est sa relation avec cette phrase que je vais vous montrer juste ensuite, c'est que dans un pitch, il vaut mieux être incomplet qu'incompris. Parce que si vous en donnez trop, votre public n'aura pas la capacité cognitive de retenir tout ce que vous allez leur dire. Il faut que je vous conseille, je vous suggère de vraiment sélectionner les idées essentielles de votre pitch pour pouvoir les rendre désirables et surtout mémorables. Alors toujours dans la première partie du trop c'est trop, on a vu qu'il y avait trop d'infos dans un pitch qu'il fallait absolument éviter et se recentrer sur c'est quoi l'idée. Et il y a aussi le c'est trop compliqué.
Lorsqu'on pitch, généralement, on a un peu le syndrome de l'expert, parce qu'on connaît son sujet, on connaît sa start-up, on connaît son projet, on connaît sa technologie. Et on a tendance, eh bien, parfois à jargonner, à utiliser des mots très compliqués à cause de ce fait-là, du syndrome de l'expert. Et je vais vous montrer une vidéo qui résume parfaitement le « c'est trop compliqué ». Moins 7, moins 7%. Messieurs, nous risquons l'OPA. L'OPA? S'il vous plaît? Completely ridiculous. Pourquoi pas une PEG tant que vous y êtes? Pardon, mais je... On fait un margin call et on aura beaucoup plus d'FPI. Si j'ai l'impression... Et si on fait des emplois français, on va se garder. Voulez-vous une photo de ma chatte? Et pour les chiffres, ce sont ceux de l'année dernière. Concernant les chiffres de... Annoncez la couleur avec Louise, l'aromatiseur d'eau. Oups, l'aromatiseur d'eau qui rend vos journées plus folles, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Déjà au début, des hommes très hauts en testostérone, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment est-ce qu'ils parlaient? Comment est-ce qu'ils présentaient? Des acronymes, ouais, du jargon, beaucoup, et surtout beaucoup de logique, hein. Très logique, très expertise comptable, hein, on est d'accord? Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? La dame, à l'écran. Exactement. Je vois que monsieur a retenu la chose essentielle de cette vidéo. Exactement, mais en fait, elle a utilisé une technique, certes pour accrocher l'attention, mais bien plus que ça. Et pour comprendre ce que cette femme a fait, face à toutes ces personnes très haut en testostérone, hein, très viriles, où on présente des chiffres, des statistiques, il faut faire une OPA, elle a utilisé une technique, et pour la comprendre, il faut remonter en moins 350 avant Jésus-Christ, avec notre collègue Aristote. Vous connaissez tous Aristote, bac de philo, terminale, grand moment. Moi j'ai eu 8 sur 20 en philo, pas encore philosophe le garçon. Et Aristote a théorisé une grande partie de la rhétorique, dans son livre justement Rhétorique, tout simplement. Et lui, ce qu'il présente, c'est que pour réaliser un discours efficace, persuasif, c'est un mélange de 3 éléments. L'éthos, le logos et le pathos. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'éthos? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, on est vraiment... ok. Est-ce que quelqu'un sait, au sens d'Aristote, ce que c'est l'éthos? La crédibilité, tout à fait, exactement. C'est la crédibilité, c'est votre éthique d'orateur qui va justement vous permettre de développer votre charisme. Si vous êtes crédible, vous serez charismatique. Donc il faut de l'éthos. Il faut aussi du logos. Ça, c'est ce que les messieurs très haut en testostérone utilisaient. Logique, les arguments, les faits, des statistiques. Ok? Et ce qu'a fait la dame, justement, elle a contrebalancé tout ça avec le pathos, l'émotionnel. Alors attention, nous en France, en tout cas au XXIe siècle, on a tendance à dire que le pathos, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon. D'accord? Alors que on a cette expression qui dit que on rentre dans le pathos. Alors que pas du tout. Au sens aristotélicien, le pathos, c'est uniquement l'émotion, les arguments émotionnels, qui vont permettre justement d'enrober les arguments techniques, les arguments logiques, un petit peu comme si ces arguments étaient une pilule, un Doliprane par exemple, qu'on enrobait de miel ou de sucre pour faire passer la pilule. Et le pathos, c'est ça, ce sont les arguments émotionnels qui vont permettre de transposer l'idée plus efficacement chez votre auditoire. Alors, du pathos, ok, mais comment est-ce qu'on utilise le pathos? Un peu plus d'émotionnel, comment est-ce qu'on met un peu plus d'émotion dans nos discours et dans vos pitchs? Eh bien, je vais vous présenter quelques techniques que je trouve particulièrement efficaces lorsque l'on doit réaliser des présentations en public. Le premier point, c'est tout simplement de raconter des histoires. Alors raconter des histoires, je ne vais pas vous sortir la théorie en neurosciences, même si c'est très intéressant, il y a plein d'études en neurosciences qui montrent l'impact des histoires, mais je ne vais pas vous barber avec ça, ce n'est pas l'objectif. Par contre, je suis sûr et certain que vous avez tous et toutes un film préféré. D'ailleurs, quel est votre film préféré? Comment? Comme ça, je sais. Comme ça, vous ne savez pas. Je vous laisse réfléchir, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. Ok, vous avez tous et toutes un film préféré. Un film qui vous a touché, où vous vous souvenez les paroles, vous vous souvenez les musiques. Les Disney sont très forts pour ça, on est d'accord? Et si vous avez compris ça, vous avez compris le pouvoir des histoires. Donc, racontez des histoires. Moi, ce que je vous propose, réfléchissez pendant une petite minute là, à une histoire, une anecdote qui vous est arrivée dernièrement. Okay, on va travailler un petit peu, je vais vous faire bosser. Une anecdote qui vous est arrivée récemment, quelque chose de
plutôt marrant, hein, si possible, d'y réfléchir une petite minute et de regarder votre voisin à votre gauche ou à votre droite et de lui raconter cette histoire en format 1 minute. Ok? Allez, je vous laisse réfléchir et je vous laisse présenter votre histoire à votre collègue à votre gauche ou à votre droite. Je vois que madame est très à l'aise. On l'encourage, s'il vous plaît, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ok, si vous ne l'avez pas fait, on passe à l'autre personne qui vous raconte son histoire. Allez, on revient s'il vous plaît. Bravo, on peut s'applaudir s'il vous plaît. Ok. Monsieur en rouge, qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire de votre collègue? Si jamais vous êtes raconté une histoire, je ne sais pas. Il était un peu sec. Je sais pas, arrosez-le, je ne sais pas. Une petite bouteille d'eau, allez hop. Ah ouais? Ah mince. J'ai évoqué, je pense, par de vos histoires. Ah, vous avez des traumatismes depuis votre enfance sur les histoires, c'est ça? On vous a raconté trop d'histoires, trop de Babar ou de Cendrillon, c'est ça? Il n'y a pas de magie. Ah, dommage, dommage. Mais c'est bien de rajouter un peu de magie dans sa vie avec des histoires. Ok. Donc raconter des histoires, c'est un pouvoir fabuleux, et notamment lorsque vous pitchez votre projet, il y a quelque chose qui est très efficace, c'est de raconter votre histoire. L'histoire de votre projet. Pourquoi est-ce que vous... du moins, comment dire, ça va surtout légitimer le pourquoi est-ce que vous êtes légitime de parler et de présenter ce projet. Donc racontez des histoires, racontez vos histoires et vous allez voir que votre idée va être beaucoup plus facilement transmise et surtout mémorisée par la personne en face de vous. Que ce soit un investisseur, que ce soit un prospect, voire même un client. Donc raconter des histoires, il y a aussi une autre technique que j'apprécie beaucoup, c'est utiliser des analogies. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre 1 million de secondes et 1 milliard de secondes? Un peu compliqué, hein? On n'arrive pas trop à se représenter la différence entre 1 million et 1 milliard de secondes. 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 32 ans. Ça vous donne justement la différence pour les personnes qui gagnent des millions ou des milliards pour voir la différence entre les deux aussi. En fait, le cerveau humain n'est pas capable de percevoir et de comprendre les grands nombres. Et c'est exactement pareil lorsque vous présentez des faits, lorsque vous présentez des statistiques, des choses qui sont arides. Le cerveau humain a beaucoup de mal à retenir et à comprendre ça comme étant quelque chose d'intéressant, de pertinent pour lui. Donc, utilisez des analogies, utilisez des comparaisons, quelque chose qui permette à votre auditoire de comprendre plus facilement, plus simplement ce que vous êtes en train de lui présenter. Par exemple, j'accompagnais là dernièrement une entrepreneuse. Elle doit pitcher la semaine prochaine au Change Now Summit. Je ne sais pas si vous connaissez Change Now Summit. C'est le plus gros sommet international qui se déroule à Paris sur le sujet de la condition climatique, du dérèglement climatique. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Et elle vit à Trinidad et Tobago. Trinité et Tobago en français. C'est une petite île des Caraïbes qui fait la taille à peu près de Paris. Vous voyez, analogie pour comprendre. Et elle travaille sur tout ce qui est waste education, waste management, la gestion des déchets. Et elle me présente son pitch, elle me présente son idée, et à un moment, elle me donne une statistique. On a récolté 320 tonnes de déchets. Ok, très bien, 320 tonnes, mais moi je ne comprends pas 320 tonnes. J'arrive pas à m'imaginer ce que c'est 320 tonnes. C'est trop gros, c'est trop important pour moi. Moi j'ai besoin que tu me montres, en fait, que tu me compares ça à quelque chose que je connais. Et on a travaillé ensemble et on a trouvé quelque chose, surtout qu'elle présentait justement à Paris. Et on a utilisé la technique ultra simple que vous pouvez aussi utiliser, c'est qu'on a comparé ces 320 tonnes en nombre de tours Eiffel. Tout simplement. C'est 10 ou 15 tours Eiffel, quelque chose comme ça. Et là, de suite, on arrive à s'imaginer, surtout que c'est à Paris, c'est quelque chose que les gens connaissent si vous êtes parisien. Et ça permet justement de faire passer l'idée beaucoup plus efficacement de cette manière-là. En un instant, on comprend ce que ça représente 320 tonnes. Et surtout, ce qui est important, c'est pourquoi 10 tours Eiffel sur une île comme Trinité et Tobago, c'est une petite île qui fait la taille de Paris. Pourquoi est-ce que c'est ultra important justement de récolter ces déchets-là? Parce qu'il n'y a pas la place en fait de gérer ces déchets sur une petite île. Donc on a vraiment travaillé comme ça. Donc utilisez
des histoires, utilisez des analogies pour faire passer l'idée, la rendre désirable et surtout mémorable face à votre auditoire. Alors il y a aussi une autre erreur lorsqu'on présente et lorsque vous pitchez peut-être vos idées, c'est le fameux PowerPoint. Alors là, PowerPoint, ça c'est un grand sujet. Je pense que tout le monde s'est dit au moins une fois dans sa vie, super, une présentation PowerPoint. Qui ici s'est dit ça au moins une fois dans sa vie? C'est bien, il n'y a pas de main levée. Ah, madame au fond, d'accord. Je vois que vous adorez les présentations PowerPoint. Comment? Quand on débute. Ouais, c'est vrai. Puis après, on se rend compte que c'est un peu plus barbant pour les autres et pour soi. Exactement. Et ce qui est marrant avec PowerPoint, c'est que généralement, on fait ça sur de grandes slides blanches avec de belles bullet points, ouais, avec un gros titre en gras. Et avec des bullet points comme ça, encore des bullet points, et encore des bullet points. Et pourquoi pas mettre des statistiques aussi, hein. Allez, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on s'amuse d'ailleurs, hein. 80%, 12, 54, 3, 14, 159. Allez, soyons fous. Huile d'olive, papier toilette. Bon, tant qu'à faire, vu qu'on a une liste, autant mettre un petit peu tout ce qu'on a. Et en plus de ça, on regarde les slides, on tourne le dos à notre public. Et on ne le regarde plus, on déconnecte totalement de l'auditoire, en montrant des graphiques super sympas où on ne comprend rien, hein, complètement illisible, d'accord, pour au final, avec des animations rebonds, nous parler de ce point-là précis, à se demander à quoi sert le PowerPoint et le graphique. Donc ça c'est terrible, et en plus de ça, moi quand je vois les personnes qui présentent leur PowerPoint de cette manière-là, le dos tourné, moi j'ai l'impression de regarder ça en fait. La météo. Donc ça c'est une erreur qui est assez terrible, je dirais, PowerPoint, c'est ce que les Américains appellent la mort par PowerPoint. Clairement, on pourrait faire une conférence sur le sujet, hein, la mort sur PowerPoint, ça a vraiment causé des morts PowerPoint, mais ça on pourra en parler prochainement dans une autre conférence. Et ce type de présentation PowerPoint, il faut absolument éviter, avec des bullet points, avec que des statistiques, que des choses écrites, avec des plâtrés de texte à l'intérieur, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le cerveau humain ne peut pas lire ce qu'il y a écrit sur ces slides et vous écouter en même temps. On n'est pas fait pour faire deux choses en même temps, on ne peut pas lire et vous écouter. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que votre présentation, ce n'est pas vos slides, c'est vous. Vous êtes la présentation. Votre slide, ce sont des supports de présentation qui, lorsqu'elles sont bien réalisées, c'est pour ça que je ne bannis pas non plus totalement PowerPoint, lorsqu'elles sont bien réalisées, eh bien, permettent d'être en support pour venir soutenir votre propos et votre idée. Donc, quelques conseils simples, efficaces. Utilisez des images parlantes, des photos de préférence qui sont libres de droit, peu de mots, 20 mots maximum par slide. Et si vous avez besoin d'aller plus dans le détail, préparez 2 decks de slides. Un pour la présentation et un pour les personnes qui vont potentiellement avoir besoin d'avoir un peu plus de détails qui n'étaient peut-être pas forcément là. Donc 2 decks de slides. Alors ces présentations PowerPoint, moi je vous invite à faire ça avec vos présentations PowerPoint. Monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... Gros plaquage à PowerPoint, il y a son utilisation qui est nocive avec les bullet points, ok? Donc on a vu 2 choses. Trop c'est trop. La pauvre. Trop c'est trop. La deuxième erreur, c'est que lorsque vous pitchez, généralement, c'est que vous parlez de vous. Vous parlez de vous. Et moi je vais vous présenter justement, pour pouvoir vous présenter cette idée-là, j'aimerais vous parler un petit peu de mon film préféré. Film préféré, moi je suis un gros geek, j'adore Le Seigneur des Anneaux, je l'ai vu quand j'étais petit au cinéma, Gollum sur grand écran, absolument incroyable. Et lorsque l'on regarde ces grandes trilogies, ces grands films, il y a toujours un héros à l'intérieur. On est d'accord? Il y a toujours un héros, généralement. Et à votre avis, si le héros est au film, qui est le héros de votre présentation? C'est qui la star de votre présentation? À votre avis, je vous pose la question. Comment? L'histoire. On peut voir ça comme ça, ouais. C'est-à-dire nous. La personne qui présente. Tu peux avoir un très bon projet, mais si tu n'es pas capable de le pitcher... Ok. Alors, c'est ce qu'on pourrait répondre justement, mais non en fait. Le héros, la star de la présentation, c'est pas le speaker. Le héros de votre présentation, c'est votre public. Et vos présentations, doivent être centrées utilisateurs, centrées public. Le héros, comme je vous le dis, c'est le public. Et en UX design, comme en marketing, on utilise une technique, d'accord, qui s'appelle le persona, que vous connaissez certainement. Qui ici a déjà fait ou a déjà vu des personas utilisateurs? Ok, très bien. Un persona,
ça se matérialise comme ça, mais en fait, c'est une représentation, pour ceux qui ne connaissent pas, de votre utilisateur cible, de la personne en fait, à qui vous allez parler lors de votre présentation. Et ce qui est important de savoir dans votre présentation, c'est arrêter de parler de vous, mais parler de votre public. Quels sont leurs problèmes? Quels sont leurs peurs? Quels sont leurs désirs, leurs aspirations? Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique? Quels sont les médias qu'ils consomment? Quel est leur style? Est-ce que c'est des étudiants ou est-ce que ce sont des personnes plus âgées, des investisseurs plus seniors? Parce qu'on ne va pas parler de la même manière à des étudiants, par exemple, qu'à des investisseurs chevronnés, vous êtes d'accord? Il y a d'ailleurs une chaîne YouTube qui fait ça à la perfection. Ce sont des Américains qui font venir un expert sur leur chaîne YouTube, qui est expert dans un domaine, d'accord? Il est soit mathématicien, soit physicien, etc. Et son objectif, c'est de présenter son sujet à plusieurs publics différents. Donc ça va de l'école primaire, un enfant d'école primaire, jusqu'à un thésard. Et on voit les différents pitchs présentés de différentes manières à différents publics. Et c'est exactement ça ce que vous devez faire lorsque vous pitchez, c'est toujours vous adapter à votre auditoire en ayant conscience et pris conscience au préalable, par une recherche efficace et fine, de qui est-ce que je m'adresse, à qui est-ce que je m'adresse. C'est OK pour vous? OK. Alors trop c'est trop, vous parlez de vous, on parle plutôt du public, même on parle du public, de leurs problèmes, de leurs peurs, de leurs aspirations. Et la troisième erreur, lorsque vous pitchez, que je peux voir chez les personnes que j'accompagne généralement, c'est que vous cherchez à vendre. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'un pitch, c'est pas fait pour vendre. Désolé pour les personnes qui pensaient ça, mais un pitch n'est pas fait pour vendre, notamment l'elevator pitch. Un pitch, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la citation de Sébastien Bernard, c'est la bande-annonce de votre idée. Un pitch, ça sert à accrocher pour mieux décrocher. Accrocher quoi? L'attention, l'intérêt de l'auditoire, et décrocher un rendez-vous, un « wow, je veux en savoir plus », pour ensuite aller vendre, durant une présentation supplémentaire. OK? Alors justement, pour pouvoir vendre, alors non, justement, pas pour vendre, mais pour pouvoir rendre vos idées désirables et surtout mémorables, je vais vous présenter 5 étapes pour pouvoir structurer un pitch, notamment un elevator pitch, parce qu'on n'aurait pas le temps de faire un pitch startup en intégrale, même si je vous présenterai un canevas juste après qui est plutôt efficace. Je vais vous montrer justement les 5 étapes pour structurer votre pitch, notamment un elevator pitch. La première étape, lorsque vous démarrez votre pitch, c'est qu'il va falloir capter l'attention. Ça, c'est ultra important dans un monde où il y a de plus en plus de bruit. Il faut être capable de capter l'attention des gens pour pouvoir rendre vos idées désirables. Et pour capter l'attention, comment est-ce qu'on fait? Votre pitch doit démarrer, selon moi, hein, évidemment, ça n'engage que moi, par un problème ou une opportunité. Un pitch, c'est soit une pilule de Xanax, d'accord, qui répond à un problème, soit de la vitamine C, c'est-à-dire un problème ou une opportunité. Donc démarrez avec un problème, et ce problème-là, je vous invite à le présenter de cette manière-là, sous la forme d'une accroche, dès les premières secondes de votre pitch. Quelque chose qui va venir capter l'attention, comme un crochet, de votre auditoire. Alors il y a plusieurs types d'accroches. Vous pouvez par exemple utiliser un objet, quelque chose d'un petit peu étonnant. Vous pouvez raconter une histoire, une anecdote, comme j'ai fait au début de ma conférence par exemple. La personne que j'accompagne, qui a cette start-up dans le domaine du waste management, les premières secondes de son pitch, elle raconte son histoire. Elle raconte qu'un jour, lorsqu'elle était petite, elle se baigne avec son père dans l'endroit le plus magnifique qu'elle considère sur Terre, une plage à Trinité et Tobago. Et lorsqu'elle plonge dans l'eau, il y a quelque chose qui heurte son visage. Et en fait, c'est une couche de bébé pleine qu'elle se reçoit en pleine face. Et ça a totalement conditionné sa volonté de monter sa start-up dans le domaine de l'écologie et du recyclage des déchets. Ça légitime, ça permet de connecter avec l'auditoire et c'est ultra efficace comme manière de présenter votre pitch et votre idée. Vous pouvez aussi poser une question. J'en pose plein, moi, durant ma conférence. Vous avez vu qui ici a, est-ce que vous avez déjà, par exemple? Mais tout ça en relation, évidemment, avec votre projet, votre produit ou votre service. Une statistique aussi. Ça marche très bien, les statistiques. Moi, j'ai regardé, je sais pas, vous connaissez Shark Tank? L'émission un petit peu, comment dire, c'est... Il y a Qui veut être mon associé aussi sur M6 qui a repris un peu le principe au niveau du pitch. Bon, c'est aux États-Unis. J'ai regardé le pitch d'une des startups qui d'ailleurs est très drôle parce qu'ils font un effet démo terrible. Bon, je vous laisserai regarder ça sur YouTube. Et ils démarrent comme ça leur pitch directement en disant toutes les 6 minutes, je crois, ou toutes les 15 minutes, il va y avoir une tentative d'effraction dans les maisons au sein des États-Unis. Toutes les 15 minutes.
Et là, de suite, on accroche avec un problème, avec cette statistique qui est assez choquante. Une démonstration aussi. Une démonstration en utilisant des objets, un petit peu comme j'ai montré là tout à l'heure avec l'ampoule au début de ma présentation. Ça peut être intéressant. Si vous avez un produit aussi, un produit spécifique, vous pouvez faire une démonstration avec votre produit. Et des métaphores, des analogies, toujours pareil avec des histoires au démarrage de votre présentation. Donc ça, ce sont les quelques accroches que je vous propose, qui sont très efficaces et qui font vraiment la différence pour capter l'attention dès les premières secondes par les personnes qui vont vous écouter. Alors, raconter un problème et accrocher l'attention, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et pour aller plus loin, il va falloir justement susciter le désir de changer. Parce que quand on pitch, lorsqu'on vend quelque chose, on a l'intention de faire changer les gens. Et pour pouvoir faire changer quelqu'un de comportement, d'accord, d'habitude, de le faire passer à l'action, eh bien il faut, et je vous invite à susciter le désir de changer cette personne-là. Et pour pouvoir imaginer ça, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. Il faut montrer les risques de ne pas changer. Quels sont les risques de ne pas changer vis-à-vis de la problématique générale que vous avez présentée dans votre pitch? Par exemple, si je vous dis qu'un tsunami va venir ravager les côtes françaises. Ça, c'est un problème, on est d'accord, ça capte votre attention, c'est assez choquant, mais bon, vous habitez à Paris, vous en foutez un peu, vous êtes loin de la mer. Par contre, si je vous dis que le niveau de la Seine va gonfler d'une telle manière que ça va venir inonder totalement votre maison. Là, par contre, vous avez envie de déménager très rapidement ou de mettre des solutions, par exemple, pour pouvoir bloquer l'eau en dessous de vos portes, par exemple. Donc, ce qu'il faut vous poser, c'est votre public, c'est le WIIFM, c'est le What's in it for me. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que ça va m'apporter? D'accord? Donc, qu'est-ce que je risque ou qu'est-ce que ça va m'apporter si c'est une opportunité? Donc, le problème, l'accroche ou l'opportunité, et ensuite les risques de ne pas changer. Qu'est-ce que votre public risque s'il ne change pas tout de suite? La troisième étape dans mon pitch, maintenant qu'on a présenté le problème, et justement le problème du problème, c'est que ça va venir faire sécréter une hormone dans le cerveau de votre auditoire qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et trop de stress paralyse. Et votre objectif, c'est de ne pas paralyser les gens, c'est de les faire passer à l'action, on est d'accord. Et pour les faire passer à l'action, il va falloir les faire remonter en énergie et notamment leur faire sécréter de la dopamine. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, ce sont les dernières études en neurosciences qui le montrent. Je travaille avec un neuroscientifique justement sur les techniques de vente et il a analysé les hormones que le cerveau pouvait générer lors d'un pitch de vente. Et à ce moment-là de votre pitch, il va falloir redonner de l'espoir. Comment? En présentant votre nouveau monde. Votre nouveau monde, votre vision, votre terre promise, votre Saint Graal, j'ai envie de dire. Un petit peu comme le roi Arthur qui envoie ses chevaliers à la quête du Saint Graal. C'est assez précis tout en restant assez flou. Et pour pouvoir y arriver, bon, qui connaît Simon Sinek? Qui a déjà vu sa conférence? Ok, bon, je ne vais pas vous refaire une présentation sur le sujet si vous connaissez, mais Simon Sinek, pour ceux qui ne connaissent pas, il a théorisé un outil qui s'appelle le Golden Circle, le cercle doré, et il présente en fait que certaines entreprises, la plupart des entreprises savent ce qu'elles font, la majorité des entreprises savent ce qu'elles font, un peu moins d'entreprises savent comment elles font les choses, et très peu d'entreprises savent pourquoi elles font les choses, c'est-à-dire leur valeur. Pourquoi est-ce qu'elles font les choses? Ce en quoi elles sont connectées. Et parler de votre pourquoi, à ce moment-là, de ce en quoi vous êtes convaincu, sans forcément parler de votre solution, mais ce en quoi vous êtes convaincu, va permettre de connecter émotionnellement avec votre auditoire. Et ça, c'est ultra important de mettre cette dose d'énergie, cette dose d'espoir à ce moment-là de votre pitch. Moi, c'est ce que je vous conseille. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est très impactant. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans l'erreur 2, je crois, c'est vous parlez de vous. D'accord? Là, à ce moment-là, vous voyez, vous êtes quasiment à la moitié de votre pitch, vous n'avez pas encore parlé de vous. Vous avez parlé que de votre public. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il va falloir montrer votre Excalibur. Qui ici a acheté le dernier Zelda? Monsieur derrière, ok. Très bon jeu. Vous aurez reconnu la référence à l'épée, en effet. Merci. Votre Excalibur. Et votre Excalibur, votre épée magique, tout simplement, c'est votre solution, votre produit et votre service. C'est à partir de ce moment-là que je vous conseille de présenter votre produit ou votre service. D'accord? Avec notamment votre promesse de changement. Qu'est-ce que votre produit et service va pouvoir apporter en une phrase simple à votre auditoire? Et la dernière partie de votre pitch, même s'il y en a bien plus, il y en a bien d'autres dans d'autres types de pitch, on est d'accord, mais c'est plus sur l'elevator pitch. C'est lorsque vous avez présenté votre solution, la promesse, les bénéfices de votre projet, de votre produit, votre service,
Là, il va falloir faire quelque chose, il va falloir mettre votre public en mouvement en faisant un appel au changement. Et l'appel au changement, c'est tout simplement un appel à l'action. Et un appel à l'action, il doit être sous la forme de 3 C. Court, clair et concis. Et concret, pardon. Court, clair et concret. Court, clair et concret, dans le sens où ça peut prendre tout simplement la forme du « Ok, vous êtes intéressé, quand est-ce qu'on prend rendez-vous pour en parler plus longuement ?» Tout simplement. Ou dans un pitch startup, vous devez lever des fonds, dites concrètement, clairement, l'argent et la somme d'argent dont vous avez besoin pour faire vivre votre projet. C'est aussi simple que ça, mais c'est ultra important. Parce que souvent, on a trop tendance à oublier de faire une demande concrète à la personne que l'on a en face de nous, ou les personnes que l'on a en face de nous, pour pouvoir justement les faire passer à l'action et inciter à changer. Alors ça, c'est la structure d'un elevator pitch. Il y en a plein d'autres, des types de pitch, et je vous en propose un là, ici. On ne va pas rentrer dans le détail. C'est un pitch Canva. C'est un atelier moi, que je réalise avec mes clients. Parce qu'ils doivent présenter face à des investisseurs. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que c'est assez visuel. Et l'idée, c'est d'utiliser des post-it. D'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn et je vous le transmettrai. Vous utilisez des post-it et c'est très visuel et vous pouvez justement sur chacune des parties mettre vos idées sur chacun des éléments de votre pitch et vous pouvez structurer très facilement votre pitch investisseur. Donc ça, c'est très pratique. Je vous laisse le prendre en photo si vous voulez et on pourra se connecter sur LinkedIn et je vous l'enverrai avec plaisir. Donc on a vu plusieurs choses dans cette conférence. On a vu qu'il y avait 3 erreurs. Donc déjà, un pitch, c'est la bande-annonce de votre idée. On n'est pas là pour vendre, on est là pour rendre désirable votre idée, pour accrocher, pour mieux décrocher. On a vu qu'il y avait 3 erreurs, que c'était trop c'est trop, vous parlez de vous, et le 3e, monsieur, vous vous souvenez? Trop d'informations, ouais. C'est ça, exactement. Mais j'ai envie de vous proposer une chose en plus, une dernière chose. Okay, et ça, cette technique, alors ok, elle est un petit peu compliquée à mettre en place. Mais si vous arrivez à le faire, ça va vous permettre de vraiment pouvoir faire la différence et de vous démarquer face à la concurrence. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les Américains appellent dans des présentations un moment star. Un moment star, qu'est-ce que c'est? C'est something they will always remember. Quelque chose dont ils se souviendront toujours. C'est un shoot de dopamine tellement énorme où on va se dire waouh, ça j'achète, ça je veux en savoir plus. Et je vais vous montrer 2 vidéos pour vous expliquer et pour que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'un moment star. Attendez, je vais peut-être vous expliquer. Ah mince, il y a un décalage. Donc c'est une conférence TED de Jamie Oliver. Vous connaissez Jamie Oliver? C'est un chef cuisinier anglais. Okay. Et il fait une conférence TED sur l'impact du sucre et la consommation du sucre chez je crois que c'est les adolescents, c'est chez les adolescents lorsqu'ils sont à l'école, parce qu'ils ont des plateaux repas le midi, et on leur propose du lait avec du sucre à l'intérieur, et ils montrent justement l'impact du sucre chez les jeunes. Alors j'espère que ça va marcher. For me, there ain't no need to flavour the milk. Okay, there's sugar in everything. I know the ins and outs of those ingredients. It's in everything. Even the milk hasn't escaped the kind of modern day problems. There's our milk, there's our carton. In that is nearly as much sugar as one of your favourite cans of fizzy pop, and they're having 2 a day. So, let me just show you. We've got one kid here having, 8 tablespoons of sugar a day. There's your week, there's your month, and I took the liberty of all the sugar just from milk. Now, I don't know about you guys, but judging the circumstances, right, any judge in the whole world would look at the statistics and the evidence and they would find any government of old guilty of child abuse. That's my belief. J'ai entendu des waouh dans la salle, un waouh notamment. C'est ça un moment star. C'est un moment qui est tellement impressionnant d'un point de vue émotionnel où on arrive à comprendre en une fraction de seconde ce que l'on cherche à nous démontrer avec là, notamment une démonstration via la brouette de sucre qu'on se dit ça c'est impressionnant. Une autre vidéo que j'ai envie de vous montrer, on va rentrer dans les classiques mais c'est indémodable. C'est une keynote de Steve Jobs lors de la présentation de l'Apple du MacBook Air il y a quelques années déjà. Et vous allez voir comment est-ce que Jobs, qui est un génie marketing, on ne va pas le présenter, vous le connaissez aussi mieux que moi,
présente justement la manière qu'il a de présenter le MacBook. So, let's take a look at the thinness first. This is that Sony product. Again, one of the best in the field. 1.2 inches down to 0.8 inches. This is the MacBook Air. 0.76 inches down to an unprecedented 0.16 inches. Now I want to point something out here. The thickest part of the MacBook Air is still thinner than the thinnest part of the TZ series. Okay? We're talking thin here. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Right? Amazing product here. Full-size keyboard, full-size display. And this is what it looks like. Isn't that amazing? Ok, vous avez entendu les waouh du public. Ils sont pas mal, c'est impressionnant hein, la manière qu'il a de présenter son produit. On va analyser ça un petit peu si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait au début de sa présentation? Les statistiques. Ouais. Et vous avez vu ce qu'on disait tout à l'heure avec les analogies, comment est-ce qu'il rend une statistique logique en quelque chose d'émotionnel, en comparant avec le produit, avec les produits Sony, en faisant de l'humour avec, justement, en comparant de cette manière-là. Ça c'est très drôle. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Une analogie sur la taille, ouais. Quelle était... Comment? Démonstration dans l'enveloppe. Ouais, c'est ça. Ensuite, il a fait ça, exactement. Il a montré que pour vraiment qu'on puisse prendre conscience de la finesse du produit, il montre que ça rentre dans une enveloppe. Et en plus de montrer à l'écran, il le montre directement dans une enveloppe réelle. Et là, c'est explosion. Vous avez entendu les wow du public, c'est absolument sensationnel. Shoot de dopamine exceptionnel. Et une dernière petite technique que là, vous n'avez peut-être pas remarqué, et c'est normal, c'est à la toute fin, les tout derniers mots qu'il utilise. Il utilise ce qu'on appelle un appel aux émotions. Amazing, isn't it? C'est incroyable, n'est-ce pas? Et ça, ces mots précis, justement, vont permettre de faire un appel aux émotions chez votre auditoire et de, là encore, susciter de l'émotion chez eux. Ces petits mots, ces petites phrases à la fin d'une démonstration. Alors, je suis d'accord, c'est assez compliqué à mettre en place dans un pitch. Je suis d'accord. Mais votre démonstration, votre moment star, ça peut tout simplement être votre démo produit. Et l'idée, ça va être de chercher à la scénariser pour qu'on puisse comprendre l'impact que peut avoir votre produit chez les utilisateurs que vous ciblez. C'est compliqué à mettre en place, je suis d'accord, mais si vous arrivez à le faire, eh bien votre idée sera mémorable et remarquable pendant des années. On va s'en souvenir pendant des années. Alors juste avant de conclure, je vous propose si vous avez des questions, qu'on prenne un petit temps, 2-3 petites minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Sinon, si vous n'en avez pas, on conclut, il n'y a pas de souci. Hop. Ok, pas de questions, vous êtes... Ouais. Comment s'assurer du niveau de connaissance de l'auditeur quand on fait un pitch pour être sûr de bien adapter le pitch au niveau de l'auditeur? Tu peux pas savoir, mais tu peux te préparer en considération, en ayant plusieurs pitchs. L'idée, c'est pas d'avoir un pitch, d'avoir plusieurs pitchs adaptés à plusieurs personnes, en fait, plusieurs cibles. Et en fonction de la cible, tu t'adaptes. En gros. D'autres questions? Ouais. La toute première étape pour créer son pitch? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que tu veux que ton public retienne? En une phrase. C'est la première question que je pose à mes clients. C'est quoi l'idée?
si tu as réussi à créer cette phrase-là, juste une phrase, ton pitch résumé en une phrase, l'essence même de ton pitch en une phrase, tu as tout gagné. Parce que qu'importe le temps que tu aies, si on te dit tu as 1 heure pour présenter, au final tu n'as plus que 10 secondes, là tu as ta phrase et on comprend ce que tu as à présenter. Et ensuite, quand tu as ton idée, tu structures ton pitch. Merci pour ta question. Ouais. Comment tu fais pour trouver les métaphores? À chaque fois qu'on trouve des métaphores, les analogies, on dit ah bah oui, c'est bien vu, c'est évident. Mais honnêtement, moi aujourd'hui, je vais être honnête par rapport à mon business, je n'ai pas l'analogie. Est-ce qu'il y a une astuce pour brainstormer autour d'analogie? Ouais. Ouais, bah ça demande de la créativité, du temps. Je suis d'accord, c'est pas simple, hein. Je suis d'accord, mais moi, comment est-ce que je fais? Bien, je suis très observateur. J'essaye dès que déjà j'ai un petit carnet où je note plein d'histoires. Toutes les histoires qui m'arrivent, peut-être pas toutes, hein, parce qu'on en a trop, mais les histoires les plus impactantes, déjà je les note. Après les analogies, les métaphores, j'essaye de trouver des choses, que ce soit dans la nature ou dans des choses que je connais. Et je me pose la question, ok, comment est-ce que je peux faire le lien entre cet objet, cette idée-là, et mon projet à moi, pour faire en sorte que mon idée soit transmise beaucoup plus efficacement. Il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment de l'observation, c'est un peu comme les humoristes, ils sont toujours à l'affût du monde qui les entoure. Et c'est en développant ta créativité, en développant ton écoute et ton regard que tu vas pouvoir justement trouver des analogies et des métaphores. Après, il y a des petits coups de pouce avec ChatGPT. Ouais, aussi, tu peux demander à ChatGPT. Non, mais c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Il est pas trop mauvais pour trouver des analogies. Mais ChatGPT, pour le moment, moi j'ai essayé d'écrire des discours entiers avec ChatGPT. Alors c'est pas mal, mais c'est pas sans sas non plus. La 3.5. La 4, j'ai pas encore essayé. Il faudrait que j'essaye. Mais ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que ça permet justement de passer de la page blanche à 1, de 0 à 1 très rapidement. En fait, tout le processus créatif, il est supprimé. Et ça permet de se mettre en route très, très facilement. Par contre, en tant qu'expert, il va falloir rajouter des choses supplémentaires par-dessus pour agrémenter avec votre dose d'expertise par rapport à ce qui vous a sorti. Mais en effet, ouais, super remarque. Une autre question? Non? Ok. Ça va, c'était clair? Super. Ok, bon, on va conclure. Alors vos idées, vous vous souvenez, lorsqu'elles sont mal présentées, eh bien, elles vont dans le cimetière des idées, hein. Mal présentées, vous vous souvenez, la petite ampoule. Et grâce à toutes ces techniques, je vous invite à vous poser la question, quelle technique, quelle petite astuce dans la conférence que vous venez de voir, est-ce que je pourrais utiliser et mettre en place lorsque je vais structurer ou retravailler mon pitch? Posez-vous la question, quelle est la technique que je pourrais utiliser? On a vu le trop c'est trop, on a vu attention à ne pas vendre et surtout à ne pas parler de vous et parler de votre auditoire. Et ensuite les 5 étapes pour pouvoir structurer votre pitch ainsi qu'un moment star. Donc choisissez, c'est une boîte à outils, vous êtes libre de choisir celle qui vous intéresse le plus. Et je vous assure que si vous utilisez ces techniques-là, vous serez capable de pitcher vos idées pour les rendre désirables et surtout mémorables lorsque vous allez présenter votre projet de start-up, que ce soit un produit ou un service. Alors j'ai qu'une chose à vous dire, à vos marques, prêts et pitchez.